On va y aller. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire offert par la section Traitement documentaire et métadonnées de la Fédération des milieux documentaires. Mon nom est Patrick Carpentier, responsable des communications et des projets de la Fédération. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Manga, description et repérage, comment s'y retrouver. Je passe maintenant la parole à ma collègue Cécile, qui est de la section TDM, qui vous parlera du déroulement de la journée ou de la rencontre, plutôt. Bonjour, merci beaucoup Patrick. Donc merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Donc c'est Geneviève Larocque qui va nous faire une présentation sur les mangas. Elle est bibliothécaire scolaire au service des ressources éducatives du centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. La présentation en fait va durer donc 1 heure. Les 45 premières minutes seront consacrées à sa présentation et ensuite il y aura une période de 15 minutes pour les questions. Si vous le souhaitez, durant la présentation, vous pouvez les inscrire dans les messages, dans le chat et par contre, sans doute qu'elles seront toutes répondues à la fin. Donc Geneviève, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation. Oui, bon ben, bonjour à tous, c'est ça. Ben, mon nom est Geneviève Larocque. Je suis vraiment choyée de faire cette présentation sur les mangas. Donc, j'espère que vous allez pouvoir apprécier. Donc, je vais tout de suite commencer mon partage de diaporama. Juste voir comment je peux faire ça. Hum, Vois-tu le bouton vert? Ouais. oui, Ah, parfait. oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est juste que juste voir, est-ce que je peux changer? Ouais, je peux changer par là. C'est bon. Parfait. Problème technique. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est manga, description et repérage. Comment s'y retrouver? Dans le fond, voici comment le tout va se dérouler. Dans le fond, on va voir c'est quoi un manga. Dans le fond, une brève présentation du manga et de ses dérivés. On va voir aussi la démographie, l'explication des publics cibles, la terminologie associée. On va voir aussi la terminologie japonaise, qui va être la description de terminologie récurrente ainsi que des équivalents pour le RVM. Après, je donne une petite section pour trouver où trouver des informations. C'est marqué 2, mais j'en ai 3 à vous présenter. Et après, une petite période de questions. Donc, je commence. C'est quoi un manga? Bien sûr. Donc, pour la base, les caractéristiques d'un manga sont environ entre 150 et 300 pages. Ils sont majoritairement en noir et blanc. Il peut y avoir quelques pages en couleur au début et se lit habituellement de droite à gauche dans le sens originel japonais, dans le fond. Il y a surtout des explications à la règle, par exemple des éditions doubles, des rééditions, des intégrales en couleur et certains qui ont été changés pour faire le sens de lecture occidentale. C'est surtout ce qui arrivait au début quand on a commencé vraiment à voir les mangas en francophonie. Je vais donner par exemple Dragon Ball qui est vraiment connu pour pas mal tout le monde. Ben, il y a, les éditions Glénat ils ont vraiment commencé à les mettre euh, de façon pour que ce soit facile à lire pour les Occidentaux. Donc, ils ont tout retourné, toutes les pages de manga. Donc, c'était très long. Et finalement, ils ont décidé de faire à la japonaise pour éviter. Et il y a plusieurs différences les différences visuelles d'un manga, ça va dépendre surtout parfois la maison d'édition, puis aussi la langue. Donc, en photo, je vous montre 3 mangas, un en français, un en anglais et un en japonais. Donc, on peut voir que, par exemple, Kana fait des livres un peu plus petits. Quand on arrive en anglais, ils sont un petit peu plus hauts. Et aussi, ils ont une couverture un petit peu plus rigide. Et en japonais, c'est exactement la même chose que en, euh, en français. Je vais arrêter le partage et revenir après parce que je veux vous montrer vraiment des différences avec des mangas que je possède. Par exemple, avec Plum, c'est un manga qui a été vraiment inversé pour permettre que les plus jeunes ça soit plus facile à lire. Et il y a c'est le tout vraiment mis comme ça.
Pour les mangas en anglais, comme celui-ci, c'est exactement le même que je l'ai présenté. Les couvertures, il n'y a pas de jaquette par-dessus. Pour eux autres, c'est une économie de coût. C'est vraiment la raison pourquoi ils ont décidé. Et ils sont un petit peu plus gros. Mais le tout est vraiment à la même chose. Et le papier, il est un petit peu plus épais. Le manga japonais, vraiment, c'est la même chose avec la jaquette, qui est très facile à reconnaître et le tout est présenté de la même façon. Le dernier que je voulais vous montrer, c'est une exception à la règle. Donc, je vous présente un Junji Ito, qui est une collection justement des chefs-d'œuvre. C'est une couverture rigide, mais qu'il a aussi une jaquette. Donc, quand même, et il est d'un format beaucoup plus gros qu'un manga normal. Donc, dans le fond, voici un en français. Puis, la différence avec, c'est ce qui va arriver avec des éditions doubles ou des éditions collector qui vont être beaucoup plus grosses. Donc, généralement, ils ont le même format, mais ça va dépendre parfois aussi des maisons d'édition. Mais majoritairement, ils suivent mal tous la même affaire. Donc, ça, je n'ai pas de besoin. Parfait. OK, on va continuer. Donc, les dérivés, dans le fond, malgré qu'il y a des dérivés de plus en plus, donc, je vous présente vraiment les dérivés de base que vous allez souvent voir et penser que c'est justement des mangas. Je commence par les manhwa. Les manhwa, c'est les bandes dessinées d'origine chinoise ou taïwanaise. Ils se lisent de droite à gauche, exactement comme les mangas japonais, mais ceux de Taïwan, cependant, vont se lire de gauche à droite, exactement comme les lectures occidentales. Je vous présente Clown Doctor, qui avait gagné un prix. On a le manhwa, qui est la bande dessinée d'origine coréenne, qui se lit de gauche à droite. Donc, ça a été beaucoup plus publié dans les années 2000, surtout par les maisons d'édition anglaises. Il n'y en avait pas eu beaucoup vraiment en français. Et après, le webtoon, qui est la grosse folie ces temps-ci. Donc, c'est une bande dessinée publiée originalement en ligne et se lit habituellement de droite à gauche. Et il est aussi édité en couleur, étant donné que ils reprennent toutes les pages et ils les mettent à l'intérieur. Et ils ont un plus gros format aussi. Et habituellement, ils n'ont pas de jaquette, tandis que les manhwa et les manhwa vont parfois avoir aussi les jaquettes. Fait que ça, souvent, on les retrouve habituellement dans les mêmes sections. C'est juste que l'origine du pays n'est pas le même, mais à la base, c'est très commun. Il y a aussi ce qu'on appelle le manfra, qui est le manga français, qui est très populaire ces temps-ci aussi. Il y en a beaucoup plus qui sortent et ceux-ci se lisent tout dépendant de comment l'auteur décide, des fois de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, l'aspect un plus important, c'est la démographie. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que la démographie au Japon puis la démographie en Occident est vraiment pas vue de la même manière. Ici, on va vraiment se fier au niveau de l'âge un petit peu plus scolaire, tandis qu'au Japon, c'est vraiment à la base des magazines. Dans le fond, pour publier son manga, à la base, les mangaka doivent envoyer un chapitre et à des grandes compagnies pour essayer de le faire publier dans un manga, dans un mangashi, qui est les magazines japonais. Des fois, c'est parfois hebdomadaire, bimensuel ou mensuel. Et ils ont chacun une démographie. Donc, on a Kodomo, Shonen, Shoujo, Seinen ou Josei. C'est de cette façon-là qu'on a vraiment reconnu les mangas dans le monde. Et c'est pour ça que souvent, sur les côtés des mangas, ça va être marqué collection Shonen, collection Shoujo, qui vont vraiment pouvoir vous dire comme habituellement c'est quoi le public cible. Mais on va voir que ça peut être très trompeur. Donc, on a Kodomo qui est le plus correct, on pourrait dire, qui est vraiment en lien avec ce que nous, on a.
Dans le fond, Kodomo Muke, c'est son autre nom. Donc, littéralement, Kodomo veut dire enfant en japonais. C'est très reconnu au Japon car il est utilisé vraiment à des fins éducatives. Il ciblerait environ les enfants de moins de 10 ans. Mais habituellement, il plaise quand même à un lectorat quand même assez plus âgé parce que c'est souvent des lectures très légères et souvent, ben, les Japonais, avec leur rythme de vie, ils aiment bien lire des histoires parfois très simples. Et ce qui est important, c'est que ça ne cite pas un genre en particulier. C'est vraiment, ça dépend vraiment des sujets et des centres d'intérêt. Dans la francophonie, on a de la difficulté à en voir parce qu'il y a vraiment une prévalence des shonen puis des seinen qui va par-dessus et que souvent, nous, on met des shonen et des shoujo dans la catégorie pour les jeunes. Mais on va voir que des fois, oui, ça va là, mais des fois non plus. Y aller. Donc, le shonen. Donc, il y a d'autres façons aussi de l'épeler avec un U ou avec un accent circonflexe sur le O. Shonen, ça veut dire littéralement garçon en japonais. C'est le terme qui renvoie vraiment que les lecteurs généraux sont des garçons. Donc, pour vraiment reconnaître un shonen, habituellement, on a des caractéristiques qui ont été relevées par Brenner dans son livre en 2007. Donc, souvent, il va y avoir des problèmes avec l'âge, des scènes de sport, d'action, d'humour. Souvent, le personnage principal va avoir un sourire taquin, c'est un protagoniste qui est très persévérant, peut avoir des thèmes d'horreur, d'héroïsme, de détermination, travail d'équipe, puis, je le mentionne, peut avoir un personnage féminin qui a des vêtements qui met son corps en valeur parce que tu as toujours l'attrait féminin qui est là aussi, qui est vraiment un typique japonais. Après, on a les shoujo, qui est aussi écrit soit avec un U ou un O accent circonflexe, qui veut dire littéralement fille en japonais. Donc, habituellement, c'est des histoires vraiment d'amour naïve et romantique. Donc, souvent, c'est cet aspect-là qu'on va aller chercher chez les filles. Donc, souvent, on va présenter, va avoir des problèmes liés à l'adolescence, des beaux garçons, l'importance des relations amicales et romantiques. Vraiment, habituellement, l'héroïne, elle est très gentille, déterminée et empathique avec les autres. Et il y a une certaine prévalence de la beauté et des vêtements. Vous allez souvent voir dans les shoujo, les vêtements sont très détaillés, les yeux et le visage, surtout des personnages féminins, on va vraiment les reconnaître à ça. C'est des caractéristiques vraiment visuelles. Après, on a le seinen. Le seinen qui veut dire littéralement à peu près jeune homme adulte. À la base, c'était pour le lectorat masculin adulte, mais de plus en plus, ça passe à connotation à cause que maintenant, ça va vraiment pour le public adulte en général, à cause de la baisse de la démographie Josei, que ça, je parle juste après. Donc, pour vraiment reconnaître un seinen, on va voir des scènes d'action, de combat, des personnages adultes qui gèrent des problèmes d'adultes, un héros avec un passé difficile, une attitude stoïque, un lien avec l'honneur, l'héroïsme, le sacrifice, l'obligation. Et la même chose que les shonen, des femmes avec des vêtements un petit peu plus révélateurs au niveau de la peau. Et parfois, on peut même pas avoir du contenu avec des personnages qui sont nus, avec du contenu sensuel ou sexuel, mais habituellement, ça n'est pas explicite. Mais par contre, la violence, elle est explicite. Donc, on va avoir beaucoup de sang habituellement là-dedans. Et on a les josei à la fin. Donc, c'est littéralement pour les jeunes fans. C'est habituellement, on considère comme un dérivé du shoujo, car ça s'adresse beaucoup plus à des femmes adultes. Les sujets sont beaucoup plus sérieux, comme les relations de travail, la société ou la sexualité. Donc, c'est des problèmes vraiment pour les femmes à l'aube de devenir une femme adulte. On va avoir l'importance des relations romantiques, puis la protagoniste, elle veut souvent se faire grandir sa confiance, son indépendance, sa sexualité. Et habituellement, il y a une certaine nervosité du personnage. Donc ça, c'est vraiment à la base, qu'est-ce que c'est?
C'est de cette façon-là qu'on va vraiment les reconnaître. Cependant, c'est des termes menteurs. Donc, il peut même, à cause de ça, que c'est des termes menteurs, il peut y avoir des changements par les maisons d'édition francophones. Donc, il y a certains titres shonen en japonais qui deviennent des seinen à cause des thématiques présentes et que les maisons d'édition francophones ne sont pas à l'aise à publier. Par exemple, c'est le cas de La tête des titans de Hajime Isayama, qui est à la base, au Japon, un shonen, qui est présenté pour les jeunes garçons, alors qu'ici, à cause de la thématique de voir des gens se faire manger, régurgiter et autres, et aussi les thèmes sociaux et militaires, on a décidé de mettre ça dans la collection seinen. Fait intéressant, la majorité des mangas d'horreur sont publiés dans des magazines de type josei. Donc, pour les femmes, les jeunes femmes adultes. C'est, par exemple, Junji Ito, que je vous avais montré tantôt. Lui, tous ses mangas, à la base, sont publiés dans des josei. Donc, c'est habituellement l'horreur. Des fois, on va aller publier un petit peu plus vers les garçons, mais pour lui, c'est le magazine qui a accepté de publier ses œuvres. Donc, c'est pour ça que des fois, ça ne va pas vraiment ensemble. Donc, justement, la problématique des shonen et des shoujo. Donc, quand j'avais fait mes recherches là-dessus, il y a pas, les chercheurs sont pas d'accord au fait de l'âge dans lequel ça détermine. Il y en a certains, comme par exemple une libraire va dire que c'est entre 8 et 18 ans. Il y en a qui, une journaliste qui est spécialisée au Japon va dire que c'est entre 10 à 18 ans. Il y en a qui vont dire entre 10 ans et plus, d'autres 6 à 18 ans pour Suzuki puis Stewart et 12 ans et plus pour Brenner. Fait que c'est une très grosse difficulté justement pour les bibliothécaires et les techniciens en documentation pour vraiment faire une bonne sélection selon les tranches d'âge. Fait que c'est pour ça que c'est très important de faire des recherches plus étendues pour connaître le contenu, faire déterminer quels publics sont pour ces ouvrages. Et souvent, ce qui va arriver, les 4 premiers tomes vont bien aller, ça va être super, mais après les 4 premiers tomes, on commence à rentrer dans des situations un petit peu plus violentes. Le meilleur exemple que j'ai, c'est My Hero Academia, que les 4 premiers tomes, c'est vraiment comme une école presque de super-héros. Ça rappelle Sky High. C'est un film qui est sorti dans les années 2000. Mais de plus en plus, comme plus qu'on avance, plus qu'il y a du sang, plus qu'il y a du body horror. Donc, c'est de savoir que ça continue à être publié dans un shonen et que malgré tout, ça ne devient plus idéal pour un jeune d'environ 10 ans à lire ça. Donc, vraiment, je voulais vous présenter des exemples de mangas qui sont dans la même catégorie, dans le fond, des shonen ou des shoujo, et de leur montrer vraiment la différence qu'on peut avoir. Fait que pour les shoujo, j'ai choisi Chocolat et vanille et Nana. Donc, Chocolat et vanille, c'est un shoujo qui met vraiment en scène 2 jeunes filles qui veulent remporter le trône de leur monde magique. Elles veulent devenir la grande sorcière. Ça traite d'amitié, de rivalité et c'est des thématiques vraiment pour les jeunes filles. Puis, c'est vraiment l'âge des personnages, c'est vraiment avec le lectorat, elles ont environ 10 ans dans cette aventure-là. Et on a Nana qui est un shoujo qui est en pause depuis environ 11 ans. Et celle-là, dans le fond, ça met en scène 2 colocataires qui ont le même prénom, Nana. Et ça traite d'amitié, malgré de différence, mais on va y avoir de la thématique d'amitié, d'amour, de musique, de santé mentale. Et en plus, il y a des scènes avec des liens avec le consentement et les vices des relations humaines. Il y a de la drogue, de la cigarette. Pour nous, c'est en Occident, c'est quelque chose. La cigarette, c'est plus pour plus vieux, tandis qu'au Japon, pour les jeunes, c'est normal là, dans les mangas. Mais là-dedans, on va même avoir presque une scène de viol qui arrive dans un tome plus loin. Donc,
malgré que shoujo est présenté pour être pour les jeunes filles, dans ce cas-là, Nana ne serait pas approprié. On a aussi, pour les shonen, on a Quand Takagi me taquine. Celui-là, c'est un shonen très approprié pour les jeunes. C'est vraiment une histoire facile à lire. C'est des petites histoires courtes qui sont rassemblées. Et pour aider, c'est publié par Nobinobi. Nobinobi est une maison d'édition spécialisée pour les mangas pour les jeunes. Et on a littéralement l'antithèse qui est Death Note. Death Note est également un shonen. Kana a décidé de le mettre dans la section Dark, donc ils ont bien fait, parce que là-dedans, on y traite de choix sociaux, de psychologie, de concept de la mort dans les mains d'une personne. Donc, dans le fond, le personnage principal obtient un cahier qui s'appelle Death Note, le cahier de la mort, dans lequel il peut écrire le nom complet des gens et ces personnes-là vont mourir en 5 minutes d'une crise cardiaque, sauf s'il écrit d'une autre façon. Donc, il y a vraiment un gros aspect social qui est très important dans ce manga-là, que personnellement, moi, j'ai lu quand j'étais très jeune et je n'aurais pas dû le lire quand j'étais très jeune, très confuse et pas très, très compris. Donc, c'est ça. Donc, faut vraiment faire attention. C'est pour ça que c'est important de faire des recherches et de s'informer. Parce que même souvent, les libraires, ils vont vous dire quelque chose, mais malheureusement, les libraires ne sont pas spécialisés assez pour dire ça. Il faut vraiment faire une analyse complète du manga pour savoir où est-ce qu'on le met. C'est sûr qu'on peut se fier quand même au genre, mais surtout seinen, habituellement, ça peut faire l'affaire, mais il faut quand même faire attention. Par exemple, j'avais présenté ici mon manga japonais qui est Yotsubato. Yotsubato, c'est un seinen, mais il est très approprié pour les enfants. C'est très drôle et il est dans la majorité de nos bibliothèques scolaires ou centres de services scolaires Marguerite Bourgeois. Donc, ici, c'est ici que je vais vraiment parler vraiment un petit peu plus de l'aspect traitement documentaire. Donc, on va voir vraiment des terminologies japonaises que je vous ai traduites. Donc, c'est ça. C'est la terminologie qu'on peut retrouver sur des sites web, les maisons d'édition ou même par les amateurs de manga. Souvent, comme quelqu'un qui va venir vous voir si vous êtes bibliothécaire de référence ou que vous travaillez au public, qui va venir vous voir, me dire, par exemple, je voudrais un seinen qui parle de mecha, mais pas trop ecchi. Là, vous avez absolument rien compris pour ceux qui n'y se connaissent pas. Mais moi, j'ai tout compris, puis c'est ça aussi que je vais pouvoir vous expliquer. Donc, c'est des termes qui sont écrits en romanji, dans le fond, en lettres romaines. Et je vous ai trouvé des équivalences qui proviennent du RVM et du LCHSH. Donc, vous allez autant les avoir en français qu'en anglais. Vous allez voir qu'en anglais, ils n'ont pas plus habituellement de termes que nous autres. Donc, le premier que je voulais vous présenter, c'était les Yonkoma. Les Yonkoma, c'est ce qui va nous mettre le plus avec les bandes dessinées qu'on retrouvait souvent dans les journaux. Il y en a sûrement encore, par exemple, quand il y avait les Garfield. C'est des bandes dessinées en 4 cases. Donc, souvent, c'est des bandes dessinées des mangas qui sont très comiques. Donc, et eux autres aussi, ils sont également publiés dans des magazines quotidiens et des magazines généralistes. Ici, je vous présente justement un qui est Azumanga Daioh de Kiyohiko Azuma, qui est le même auteur que Yotsubato. Donc, c'est très absurde comme manga si vous décidez de le lire, mais c'est très drôle aussi. Donc, vraiment, l'équivalent qu'on aurait pour le RVM, c'est histoire courte en bande dessinée. Et en anglais, on aurait comic strip et graphic short stories. Et le ecchi, donc surtout en ordre alphabétique, le ecchi, que je vous ai parlé tantôt. Donc, le ecchi, c'est un diminutif du mot hentai, qu'on va voir un peu plus tard. Donc, c'est juste la première lettre qui est le H. Donc, ecchi, c'est un japonais qui essaie de dire la lettre H. Donc, ici, on va vraiment mettre le corps de la femme en vedette. On va beaucoup voir des parties physiques qui vont être fétiches
par le protagoniste masculin. Ça peut être autant la poitrine que les mains, les épaules, les dessous de bras, les pieds, tout dépendant du personnage. Donc, ça peut aller aussi loin que de l'érotisme sans vraiment présenter la poitrine au complet. Donc, souvent, la poitrine, elle va être encore couverte de vêtements, très peu, ou si on la voit, il n'y aura pas de détails. Donc, on va juste voir vraiment la forme de la poitrine sans en mettre plus. Donc, un bon exemple, c'est Sexy Cosplay Doll de Shinichi Fukuda, où est-ce que, dans le fond, l'histoire, c'est littéralement le personnage principal, il adore faire des costumes, puis il trouve une fille qui adore porter des costumes, donc de faire du cosplay, et qui est costumadier en français, si je voulais bien les parler en français. Et il y a parfois des tenues très révélatrices qu'on peut voir autant dans le manga que dans l'anime. Donc, c'est pour ça que le terme le plus proche qu'on pourrait vraiment avoir, c'est bande dessinée érotique ou erotic comics. Après, nous avons le Guro ou Ero Guro. Donc, pour ceux qui connaissent un peu plus les termes anglais, c'est gore. C'est exactement ça. Donc, c'est un sous-genre de l'horreur. Donc, ça combine vraiment la violence extrême et la sexualité déviante. Il y a plusieurs mangas, ça va vraiment avoir un lien avec l'aspect sexuel, donc gore à la nécrophilie. C'est vraiment une combinaison d'images grotesques avec un bris vraiment de tabou pour faire un commentaire de décadence de la société sociale. Un bon exemple, c'est Tomie. En français, on dit Tomie, mais en japonais, on dit Tomie parce qu'on prononce toutes les voyelles, de Junji Ito, qui est vraiment, dans le fond, c'est une belle femme qui devient comme une muse, puis à la fin, ben, quand elle n'est pas contente, ben, elle finit par tuer les personnages. Donc, pour le RBM, on irait avec bande dessinée de body horror, bande dessinée d'horreur et bande dessinée érotique, si il y a lieu. Donc, c'est exactement la même chose en anglais, donc body horror comics ou erotic comics. Après, nous avons le harem reverse ou le harem. Donc, le personnage principal dans ces mangas-là va être entouré de filles pour un harem ou de garçons dans le reverse harem. Ça arrive quand même assez fréquemment, surtout pour les garçons. Donc, pour ne pas être considéré comme un triangle amoureux, il faut la règle d'avoir plus que 3 prétendants ou prétendantes. Donc, il y a souvent une emphase sur la romance avec plusieurs types de personnes, puis plusieurs types de personnages, puis habituellement, les lecteurs vont, mettons, on appelle ça mettre des personnes ensemble, on appelle ça un ship. Donc, mettre les personnages ensemble puis dire comme ben, moi, j'espère que tel personnage et tel personnage, ils vont finir ensemble. Parce que souvent, ils ne mettront pas comme une précision sur un personnage en particulier. Ça va être vraiment comme à la fin ou même pas qu'il va y avoir un choix. C'est dans le cas de Mushokusho Tensei Réincarnation dans cette réincarnation qui, là-dedans, lui, à la place de choisir une fille, il en choisit 4, puis il se marie avec les 4 et il a des enfants avec les 4. Donc, dans le RVM, on avait harem avec bande dessinée et triangle relation humaine avec bande dessinée. Et on a exactement la même chose avec en anglais, donc avec harem comic book strip et triangles interpersonal relations. Voilà, il veut pas. J'ai un bug. Je vais juste le remettre. Désolée. Et voilà, je suis de retour. Donc, après, celui que je vous présente, c'est le Neketsu. Neketsu veut littéralement dire sans chaud. Donc, c'est un sous-genre procédé très présent dans les shonen. Donc, le héros, je ne sais pas pourquoi il y a un S, j'ai enlevé le S, doit apprendre de ses défaites et en plus d'identifier et dépasser ses faiblesses, souvent, ça va être un orphelin et qui a eu une enfance difficile
où il va y avoir juste un parent. Habituellement, c'est la mère qui va être là et le père va être un vilain, habituellement. Donc, un bon exemple, c'est My Hero Academia. Donc, qu'est-ce qu'on peut vraiment utiliser comme vedette matière? On a orphelin, détermination, trait de personnalité et résilience. Et c'est la même chose en anglais. Là, ici, on va, c'est des... Ici, les prochains, ça va être vraiment un peu plus des sous-genres qu'on va voir, que vous avez sûrement remarqué si vous travaillez moindrement avec les mangas. Donc, je vous parle du Shoujo Ai ou du Girls Love GL. Donc, c'est l'amour entre filles, donc les relations lesbiennes, si on veut vraiment y aller avec la bonne terminologie. C'est des relations amoureuses entre deux personnages féminins. Ces histoires, c'est de type vraiment romantique et elles sont faites par des femmes pour représenter une relation fusionnelle. Un bon exemple, c'est Fleur bleue de Takaki Shimura. Sachez que Fleur bleue, en français, il est publié comme étant un shoujo et que la traduction elle a été un petit peu changée pour pas qu'elle ne soit en relation, mais bien des amis. Ça arrive quelquefois. Donc, ici, on voit que en français, on a beaucoup plus de vedettes matières qu'on peut utiliser, tandis que en anglais, c'est très simple. Nous autres, on a bande dessinée sentimentale, bande dessinée queer, bande dessinée lesbienne, relation entre femmes, qui est très important, c'est un aspect important. On a lesbienne et couple de lesbiennes. Et en anglais, on a queer comics puis lesbian couples, qui est vraiment la base. Et après, on a son équivalent pour les garçons, qui est le Shonenai ou le Boys Love BL. Sachez que habituellement, ce sont des garçons qui... Les garçons lisent pas vraiment du Boys Love, c'est les filles qui lisent du Boys Love. Et même les filles lisent du Girls Love. Donc ici, pour le BL, c'est vraiment l'amour entre garçons. Donc, ce manga représente vraiment... C'est exactement la même chose que le GL, mais avec des garçons. Mais c'est fait par des femmes pour un public féminin. Un bon exemple, c'est Given, qui en plus parle de musique. Donc, habituellement, la relation n'est pas le focus. Il va y avoir vraiment une histoire à côté. Donc, ici, même chose, on a beaucoup plus de matières qu'on peut utiliser, bande dessinée sentimentale, bande dessinée queers, et après, on va dans le même type que pour les GL, avec bande dessinée homosexuelle, homosexualité et couple homosexuel masculin. Donc, tandis que du côté anglais, c'est très strict à ce côté-là. Et là, ce que je vous présente, les deux prochains, c'est des termes que nous, on utilise en Occident, mais qu'au Japon, ils n'utilisent pas. Donc, le terme yaoi, que je présente maintenant, et yuri, sont utilisés habituellement dans les cercles de fanzine, qu'on appelle des doujinshi. C'est-à-dire qu'ils sont faits, c'est souvent littéralement des mini-mangas faits par les fans pour les fans. Mais nous, en Occident, on a décidé d'utiliser pour différencier le niveau sexuel, littéralement. Donc, ici, dans le yaoi, on a vraiment des relations explicites entre deux hommes et c'est l'aspect le plus important. Donc, ici, on va vraiment avoir beaucoup de scènes de sexe, littéralement. Parfois, pas trop explicite quand c'est du 16+, et parfois explicite quand on arrive dans le 18 ans et plus. Donc, le 16+, on peut en retrouver en bibliothèque. Moi, j'ai déjà retrouvé de Junjo Romantica, justement, dans des bibliothèques. C'est limite. Mais ça, il faut absolument qu'il soit dans l'adulte. Des fois, il se retrouve dans l'adolescent, donc il faut vraiment faire attention. Donc, cela, il faudrait mettre bande dessinée érotique parce que c'est très, très, très présent. Dès des fois le deuxième, même troisième chapitre, ils sont sous les couettes, littéralement. Donc, c'est la même chose pour les yuri. Donc, habituellement, les maisons d'édition les mettent très bien.
C'est une des choses que vraiment dans la francophonie et même aux États-Unis, ils font très bien. Ils savent vraiment mettre lesquels sont 16+, lesquels sont 18+. Ceux-là, faut vraiment, on n'a pas besoin de se fier vraiment à Internet. Ça se voit assez rapidement quand on les regarde. Donc, on a le Yuri. Donc, tout comme le Yuri, c'est la même chose. En fond, c'est explicite, mais entre deux personnages féminins. Bon exemple, c'est Citrus. Que Citrus, des fois, il est limite. C'est un 16+ qui pourrait presque être un 18+. Et là, j'en ai un qui a été manqué parce que il y en a certains que j'ai manqués, exactement. Donc, je retourne en arrière. Donc, je vous présente le hentai, qui est le manga pornographique. Donc, ça, vous n'allez pas en avoir habituellement dans les bibliothèques que vous avez, mais sachez que ça se vend. Habituellement, même les couvertures sont explicites. C'est vraiment des situations fétichées par les Japonais. Donc, souvent, on va voir le viol est très présent, malgré que pour eux autres, c'est ça. Et aussi la femme qui trompe le mari, la femme qui perd le contrôle, des trucs comme ça. Celui-là, je vous ai pas donné d'exemple parce que je voulais pas mettre un manga érotique dedans. Donc ici, c'est vraiment bande dessinée pornographique. Érotique va vraiment aller du fait qu'on va aller vraiment un peu dedans, mais il va y avoir autre chose. Mais là, ici, il n'y a pas d'histoire, là. C'est vraiment très explicite. Après, nous avons Isekai. Fait intéressant, Isekai est un mot maintenant rentré dans dans un dictionnaire anglais. Donc, Isekai peut être utilisé en anglais, mais pas encore en français. Donc, c'est un sous-genre qu'on va utiliser pour parler d'un personnage qui est réincarné dans un autre monde ou qui retourne dans sa vie passée. C'est très, très, très populaire en ce moment. Donc, souvent, le personnage il a une bonne connaissance du monde dans lequel il arrive ou il est très puissant, ou les deux même. Fait que souvent, c'est comme le personnage est mort à l'âge de 20 ans, ben, il se réveille quand il avait 5 ans et donc il peut refaire sa vie avec tous les éléments qu'il connaît. Quelqu'un qui a lu l'histoire ou se retrouve dans un jeu vidéo qu'il connaît. Souvent ça. En français, on va utiliser bande dessinée de voyage dans le temps et bande dessinée des merveilleux héroïques. On a aussi réincarnation et voyage dans d'autres mondes. Donc, vraiment, réincarnation, voyage dans d'autres mondes vont vraiment ensemble, mais on doit les mettre séparés. En anglais, c'est vraiment Time Travel Comics, Reincarnation, puis Voyage to Other Worlds. Après, nous avons les Mahou Shoujo, ou les Magical Girls, qui ça aussi vraiment eu vraiment plus dans les années 90-2000. C'est un sous-genre qui est très présent dans les shoujo, c'est devenu très populaire grâce justement à Sailor Moon que je vous présente. C'est le manga héroïque pour les filles. Vraiment, c'est, on pourrait dire, l'équivalent du Neketsu. Elles se transforment puis elles se battent contre des forces du mal et pour devenir puis l'aspect de transformation, les vêtements sont très importants. Donc, souvent, il va même parfois prendre 2-3 pages à se transformer, à quel point que c'est important. Donc, ici, on va vraiment dans le merveilleux héroïque. Et en anglais, il y a Magical Realist Fiction, qui est vraiment le terme qui est le plus proche de Magical Girl. Parce que souvent, Mahou va se traduire comme étant sorcière ou même parfois démon. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas mettre, admettons, sorcière parce que c'est pas vraiment des sorcières. La plupart, il y en a qui sont des sorcières, mais la plupart n'utilisent pas de la magie, mais bien des pouvoirs. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas mettre vraiment comme sorcière. Et on a Mecha. Mecha qui est un sous-genre très populaire au Japon. C'est des robots géants mécaniques. Donc, dans le fond, c'est leur type de Transformers. Mais souvent, c'est des gros robots qui sont pilotés par quelqu'un.
Donc, un bon exemple que j'ai, c'est Mobile Suit Gundam, qui est juste la série genre la plus connue en lien de mecha. Donc, c'est souvent une dystopie. C'est très rare que ça va être dans un univers normal. Habituellement, c'est toujours une dystopie. C'est dans le fond robot bande dessinée, puis interaction homme-robot, qui est très importante parce que souvent, parfois, le robot a une certaine conscience, mais pas comme les Transformers. Les Transformers, c'est vraiment comme un robot en tant que tel qui a une conscience. Mais tandis que là, souvent, parfois, il faut avoir la fusion de la conscience entre les deux. C'est très étrange si on y va vraiment. Et après, là, c'est tout ce que je vous avais présenté. Et dans le fond, pour le genre et forme qu'on va souvent mettre, le terme manga il est présent dans le répertoire du RVM, mais il n'est pas présent aux États-Unis dans le Library of Congress Subject Headings. Il n'existe pas, puis il n'existe pas aussi même dans le genre forme du Library of Subject. On est vraiment chanceux de l'avoir parce que ça l'aide. Cependant, on ne l'a pas comme sous-matière. On doit utiliser bande dessinée encore. Donc, depuis octobre 2023, quand moi j'avais fait ma recherche, parce que tout ça vient d'une recherche que j'ai faite à l'EPSI, on pouvait utiliser manga shonen, manga shoujo et manga yuri comme genre forme. Donc, ça l'aide vraiment à spécifier le genre de manga dans les recherches. Et comme je mentionne, il l'a pas comme subdivision, donc il faut, comme en anglais, utiliser le terme métonymique bande dessinée. S'il y a eu changement depuis ce temps-là, je n'ai pas eu accès parce qu'avec mon travail, je n'ai pas accès au RVM. Mais s'il continue à en avoir de plus en plus, c'est bon. Le terme manhwa, il me semble qu'il était là, mais manhwa n'y était pas. Puis pour webtoon, on va utiliser bande dessinée publiée en ligne. Où trouver l'information? Donc, étant donné que vous n'êtes pas des experts, moi, je me considère pas comme une experte, je me considère comme une connaisseuse. Donc, je vous montre où trouver des informations. Donc, la raison pourquoi je vais vous présenter des sites web qui sont pas faits par les maisons d'édition, c'est des sites non officiels. C'est parce que parfois, on peut avoir des problématiques directement à l'intérieur. Donc, la plupart des maisons d'édition, ils ont leur propre système de classification. C'est la même chose pour Viz Media en anglais, qu'on va avoir habituellement les informations de base avec la dimension, le résumé, le genre, si c'est un shonen, shoujo, SNN ou kodomo. Le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de description des termes utilisés. C'est très important. Mais cependant, au moins, ils ont le nombre de pages parce qu'il n'y a pas de pagination dans les mangas. C'est juste pour donner un exemple, justement, avec Naruto. C'est l'exemple que je vais utiliser tout le long. Sur le site web de Kana, ils utilisent Neketsu. Et malheureusement, ce n'est pas une terminologie qu'on connaît. Enfin, il faudrait faire des recherches. Et le seul site web qui va nous donner vraiment la réponse, c'est Wikipédia. C'est l'endroit qui a vraiment une description. Même dans des livres, quand j'avais fait mes recherches, c'était pas là. Donc, les sites web créés par les fans. Donc, très tôt, dès qu'il y a eu Internet, ils ont déjà commencé à faire ça. Donc, ces fournisseurs, dans le fond, amateurs vont être très spécifiques. Ils vont avoir des sites web dédiés même aux personnages de manga qui vont considérer des pages de style wiki. Dans le fond, tout le monde peut créer des wikis de quelque chose. Tu vas avoir un Wikipédia spécialisé sur Naruto. Ça existe. Mais il y a des bases de données beaucoup plus complètes que moi, je vais vous présenter 2 en anglais et 1 en français, parce qu'en français, il y en a juste vraiment une qui est très utile. Donc, en anglais, je vous présente My Anime List et Anime Planet, et en français, je vous présente Manga News. Donc, My Anime List, c'est le plus complet de la gang, je pourrais dire au niveau. C'est littéralement vu comme étant une base de données de catalogage social.
Donc, quand on va sur le site web, c'est littéralement écrit metadata dessus. Donc, c'est quand même actif depuis 2004, puis c'est gratuit. Dans le fond, il y a aussi un aspect réseau social vraiment à l'intérieur que les gens vont pouvoir donner des critiques, mettons, sur les chapitres qui sortent, puis aussi garder en compte, mettons, on va dire, j'ai commencé à lire Naruto, ben, je suis rendue au tome 16, puis j'ai lu tel chapitre. Jusqu'à tel chapitre, ben, je vais pouvoir revenir et updater le tout. Et vraiment, comme on voit ici, on voit vraiment on peut avoir les titres alternatifs habituellement juste en anglais. Des fois, on va voir en français, mais c'est très rare. Fait qu'on a toujours aussi vraiment en japonais. Puis la traduction aussi en romanji. On a aussi justement le est-ce qu'il est fini, puis là, on a les statistiques, puis les sources, c'est majoritairement Wikipédia, mais aussi il y a des pages pour tous les termes qui les expliquent vraiment de long en large. Et c'est possible justement d'avoir les informations avant l'apparition des traductions en français et en anglais, parce que parfois, ça va être des gens qui lisent, comprennent le japonais, qui vont mettre des informations sur des mangas qui sont même pas sortis de l'autre côté. Il y a beaucoup de mangas qui sont juste sortis au Japon, ils sont quand même dans la base de données. Après, avec My Anime Planet, que je trouve qui complète My Anime List. Dans le fond, ça, c'est un site web qui propose beaucoup de mangas et animés. Habituellement, le tout va ensemble. Donc, c'est un site web encore conçu par les fans pour les fans, par les fans. Vraiment, qu'est-ce qui démarque Anime Planet, c'est les étiquettes qu'on utilise vraiment pour décrire les mangas. Dans le fond, vraiment, la fonctionnomie qui est utilisée, elle est excellente. Tandis que My Anime List va en mettre 2-3. Anime Planet va en mettre autant qu'il veut. Et ça l'aide beaucoup vraiment à avoir de précision. Et aussi, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont mettre vraiment des avertissements relatifs au contenu de violence, de sexualité. Comme par exemple, Naruto, on a mis violence. Donc, techniquement, c'est pas approprié pour les enfants de moins de 12 ans. Et on va aussi, dans le fond, action, comédie, drame, fantasy, qui est l'équivalent souvent plus fantastique. C'est un shonen qui a du combat à main. Il y a en trait de mythologie japonaise, ninja, de la revanche, de la rivalité, de faible à fort, et qui a été adapté en animé. C'est habituellement... Celui-là aussi, on peut le mettre dans une liste et le garder. On a aussi les informations, mettons des recommandations. On a aussi les personnages et toutes les personnes qui ont travaillé dessus dans l'aspect staff. Que ça aussi, c'est important à savoir pour certains que des fois, il peut y avoir 3-4 personnes qui travaillent dessus comme une personne, exactement dans le même cas que pour les bandes dessinées franco-belges ou les comics américains. Et en français, c'est Manga News, qui est la seule place qui est vraiment concise et complète. Donc, c'est le site de référence vraiment sur les mangas, manhwa et manhwa, et l'animation japonaise et d'autres produits venant de l'Asie de l'Est. C'est tout ce qui est publié en français est dessus. Il y a même de la pub pour qu'est-ce qui va sortir en français plus tard. On voit que c'est payé avec des publicités aussi. L'avantage avec les sites anglophones, c'est qu'il va y avoir les mangas créés par des francophones. Dans le fond, les manfras vont être dessus. Un autre avantage, c'est qu'il y a le recensement des éditions, s'il y en a. Comme là, ici, on voit pour Naruto, en ce moment, tu as l'édition colossale qui est en train de se faire publier, qui est, je pense, la 4e réédition qu'ils font, qui est environ, comme, je pense, 4 tomes par gros tome. Puis ils disent quand est-ce que le dernier est sorti, puis quand est-ce que le nouveau va sortir, et on peut cliquer individuellement sur chacun et avoir les informations de chaque manga. Parfois, la seule chose, c'est que ça peut être compliqué parce qu'il ne reconnaît pas tous les caractères de ponctuation. Donc, des fois, il ne me reconnaît même pas les accents, ce qui pose une certaine problématique. Donc,
habituellement, je vous conseille d'écrire le titre au complet, cliquez dessus. S'il apparaît pas, cherchez-le sur Google, puis écrivez Manga News et il va y aller dessus. C'est juste ça qui est un peu négatif. Donc, je suis rendue à ma période de questions. J'espère que j'ai été vite et concise. Donc, je vais finir mon partage. Je pense que je l'ai arrêté. En tout cas, je pense. Donc, ben, presque correct. C'est bon. Merci. Dans Donc, le chat, pardon. je vois que oui. Ben oui, pour la Bureau Congress, ils ont enfin ajouté manga. Ben, je suis très contente qu'il l'ait ajouté. Maintenant, il faudra qu'il l'ajoute aussi en français, en espérant. Aurons-nous la présentation à la fin par courriel? Ben, dans le fond, ben, la présentation va être mise en ligne, d'après moi. Oui, C'est pas... Cécile, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, ça, il faudrait que je regarde avec toi si tu Parfait. acceptes de la partager aussi en format PDF. OK. Parce que si vous voulez la partager en format PDF, moi, je peux l'envoyer aux participants plus tard, pas de problème. J'ai la liste des inscriptions. Parfait. OK, je vais y aller vraiment vite. Bon, ça. Après, comment puis-je me former pour la référence? Il n'y a pas vraiment de formation qui se donne vraiment pour les mangas. La seule que moi je connaissais, c'est par Amélie Jean-Louis, qui est une des copropriétaires du Otaku Manga Lounge, qui donnait des formations vraiment sur les mangas. Mais il faut savoir que c'est vraiment dans le fond, par les yeux d'une libraire et d'une fan, et non d'un bibliothécaire. Même moi, j'ai des fois, j'ai des billets, mais je suis capable de me dire comme, ben, oui, j'ai lu Naruto quand j'avais 12 ans. Est-ce que je le recommande pour quelqu'un de 12 ans? Vraiment pas. Il faut vraiment que ce soit dans la section adolescent, dans ce genre-là. Tandis que eux autres, ils vont dire, ouais, ouais, un enfant peut lire Naruto. C'est le billet des libraires. Qu'est-ce que ça? On pourrait avoir des suggestions, quelques-unes par type appropriées pour les écoles secondaires. Oh, OK. C'est ça qui devient compliqué parce que chaque centre de service scolaire peut avoir des critères spécifiques, comme par exemple au CSSMB, on est un petit peu plus ouvert, mais je sais qu'au CSSDM, ils sont beaucoup plus fermés par rapport au manga. Comment je pourrais dire ça? Dans le fond, Naruto est correct pour le secondaire. C'est au niveau shonen. Par contre, je peux vous dire des mangas à ne pas mettre sur les tablettes. Que ceux-là, c'est des mangas que je ne recommande vraiment pas à l'école. Ils peuvent le lire à la bibliothèque publique, c'est correct, mais dans une école, c'est pas quelque chose qu'ils devraient avoir. Par exemple, Chainsaw Man, le protagoniste a 15 ans. Puis il y a des moments assez douteux au niveau du consentement. Donc, cela, je ne le recommande pas. L'attaque des Titans ne devrait pas être au secondaire. Moi, je le considère vraiment comme un manga pour adultes. Quand j'étais adolescente, j'ai essayé de le lire et puis j'en ai fait des cauchemars, là. Mais, pour les mangas shoujo, c'est beaucoup plus facile de les mettre. Sinon, ben, pour une recommandation que je pourrais mettre, que peut-être qu'il n'y a pas, c'est L'enfant en moi. C'est un shoujo, mais ça parle vraiment de devenir enceinte à l'adolescence et tout ce qu'il peut avoir en lien avec ça. Il y a une relation sexuelle au début, mais elle est non explicite, mais c'est comme pour comprendre que, les adolescents, ben, ils ont une vie sexuelle parfois. Puis, c'est pas qu'ils ont oublié de se protéger, c'est juste que le condom s'est brisé pendant la relation. C'est vraiment un accident. Puis, il présente vraiment bien le point de vue d'une famille qui veut
supporter les jeunes, puis une famille qui va dire faut s'en débarrasser littéralement. Que c'est un peu difficile vraiment comme à faire vraiment une liste, là. Mais j'espère que ça l'a aidé un petit peu. Lieu privilégié à l'acquisition. C'est sûr, si vous êtes dans la région de Montréal, je sais que le Otaku Manga Lounge est dans le fond crédité par le gouvernement pour l'achat des mangas. Mais habituellement, n'importe quelle librairie va avoir des mangas à l'intérieur. Si on veut vraiment avoir comment je pourrais dire, un meilleur service en lien avec ça, c'est eux autres, ils s'y connaissent, ils en lisent beaucoup. Il y a sûrement des libraires aussi qui en lisent, mais tu sais, c'est ça. Sinon, à l'extérieur de l'île de Montréal, les seuls que je connais, c'est l'Œil de chat. Mais je sais aussi que maintenant, le lounge, ils ont des mini Otaku Manga Lounge dans certaines librairies au Québec. Tu peux aller voir sur leur site web, ils le disent où est-ce qu'ils en ont. Oui, il est en genre et forme manga. Oui, mais il n'est pas en subdivision. Donc, ben, merci. Ah, ok. Ils ont ajouté des sous-genres comme Isekai, Shoujo, Shonen, Yuri et Yaoi. Recommanderais-tu de les utiliser plus en plus des genres et formes plus généraux comme bande dessinée sentimentale, bande dessinée de merveilleux rêves? Oui. À cause qu'on est habitué vraiment de les avoir. Mais c'est justement pour les gens qui commencent à découvrir les mangas vont vraiment faire des recherches un petit peu plus comme quand ils font des recherches de bande dessinée. Mais les amateurs de manga, on va vraiment, je me mets là-dedans, on va vraiment aller chercher selon nos connaissances. Donc, des fois, genre même sans le vouloir, on va mettre des termes en romanji vraiment comme parce qu'on pense que peut-être qu'ils vont être là. Mais juste de savoir qu'il y a vraiment Isekai dedans, ça va beaucoup aider. Puis il faut les mettre vraiment parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Puis c'est aussi utile pour on a ce qu'on appelle les light novels, qui sont les romans japonais, qu'il y a plusieurs mangas qui sont basés dessus ou l'inverse. Fait que moi, je le mettrais avec. Après ça, j'ai différentes catégories, vraiment différentes dans ce développement de collection. Ok, ben merci, merci. Non recommandé également, Rotten, Fire Punch, Prophecy. Que l'imaginaire, oui, ben je savais pas qu'il était rendu reconnu par le gouvernement ben c'est plus pour l'achat pour ben nous autres en tant que bibliothécaire scolaire, on a comme des certaines. Mais si l'imaginaire, oui, l'imaginaire est un bon endroit pour avoir autant en français qu'en anglais. Puis ils ont une bonne sélection. C'est eux et le lounge ont une sélection de hentai. Donc, si quelqu'un veut voir à quoi ça ressemble, sont scellés par contre. Mais sachez qu'il y en a. Donc, Chapter Indigo, l'affaire, c'est que Chapter Indigo, c'est comment je pourrais dire, c'est une grande chaîne. C'est un peu comme Archambault puis Renaud-Bré. Tu sais, c'est ça qu'on essaye en tant que bibliothécaire, on essaye d'encourager les petites librairies. Donc, mais habituellement, si on fait comment je pourrais dire, si on leur demande, mettons, je voudrais tel manga, s'il est disponible chez les distributeurs, il n'y aura pas de problème pour l'avoir. Puis, ils vont pouvoir le chercher très facilement, puis au pays, ils vont le dire qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Des suggestions de shoujo. Ça fait un bout, moi, je suis rendue un petit peu plus à lire. Là, je suis rendue dans l'horreur, fait que c'est pas... puis dans les vieux. Mais sinon, pour les shoujo qu'il y a actuellement, c'est sûr, Sailor Moon est un bon. Il y a eu une réédition de Magical Girl Rayheart, qui est sorti à peu près en même temps que Sailor Moon, qui est du type Isekai, mais c'est un peu plus vieux.
puis c'est Clamp. Puis Clamp font des très bons mangas. Il y en a plusieurs des shoujo qui sont en lien avec comment je pourrais dire, avec les animaux, la nature. Il y a Blue Spring Ride. Un que j'aime beaucoup, c'est, je sais pas s'il est édité en français, je l'ai jamais vu, mais en anglais, c'est From Me to You. C'est Kimi Todoke, qui est vraiment cute. Il y a un nouveau shoujo qui est sorti, c'est un shoujo, c'est Rakai de bibliothèque. Qui, littéralement, c'est un jeune homme qui est un petit peu gangster qui doit faire du bénévolat dans une bibliothèque. C'est très drôle. Pour le collégial des suggestions CNN, si au collégial, admettons, on veut vraiment aller chercher l'aspect philosophique, il y en a plusieurs. On peut aller chercher vraiment Death Note, qui est un shonen, mais tu sais, ce serait il y a ça. Monster est excellent. Je recommande, ben, dans le fond, pas mal tout ce qui a été fait de Naoki Urasawa. C'est un chef de ligne pour les seinen. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait, c'est vraiment excellent, comme Monster, Pluto. Pluto est si vous connaissez Astro Boy, c'est littéralement une reprise de cette histoire-là, mais à sa façon. Et ça devient beaucoup plus policier. Un autre qui serait bon aussi. Eh boy, j'avais comme pas prévu faire des propositions aujourd'hui. Quel autre qui serait bon? J'ai Bakaramon, qui est, je le prononce peut-être, c'est Bakaramon, qui est un manga à propos d'un jeune homme, dans le fond, il fait de la calligraphie. C'est un expert, puis il perd un peu sa passion, puis il s'en va sur une île où est-ce qu'il rencontre genre vraiment comme une petite enfant qui genre se met vraiment comme à l'aimer beaucoup. Puis dans le fond, il sort un peu, on pourrait dire, comme de sa dépression avec ça, puis il apprend à vivre avec les gens de ce petit village-là. Très bon. Il y en a tellement. C'est un peu difficile. C'est un jour peut-être je ferai des recommandations sur et tout là. Donc inscrire dans la chapitre d'information. Ouais, je vais c'est oui, Maître des livres est super pour le plaisir de la lecture, bibliothèque. Il y a aussi Magnus of the Library et Library War qui sont vraiment thématiques bibliothèque. Mais il y a tellement de mangas que des fois, c'est fou de que. Moi, personnellement, ma collection personnelle, elle est très petite parce que ça n'a rien à coûter cher un petit peu. Mais la collection que je m'occupe avec le Takuton, elle a comme presque 2500 mangas individuels. Donc, c'est à savoir que il y en a, ça continue et ça n'arrêtera pas. Donc, sinon, public cible fortement recommandé de 3e cycle du primaire, 1er cycle du secondaire. Ça, je peux plus répondre parce que j'en ai fait. Il y a Atelier des sorciers est un incontournable pour le 3e cycle, 1er secondaire. C'est excellent. C'est un seinen. C'est considéré comme un seinen. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre la magie, puis vraiment tout. Ça fait un peu penser à Harry Potter, mais j'aime pas ça vraiment comparer les deux parce que c'est vraiment pas pareil. Si on veut y aller, un autre aussi, il y a Creepy Cat. Creepy Cat, c'est l'histoire d'une fille qui a justement comme un chat. C'est une bande dessinée publiée en ligne et il est en couleur au complet. Un autre que je recommanderais,
pour les fans de soccer, parce qu'il y a sûrement qu'il y en a sûrement dans les écoles, c'est Captain Tsubasa. L'ancien nom en français, c'est Olive et Tom, parce qu'il devait vraiment tout traduire avant. Donc, cela, c'est une qualité. Cependant, on ne met pas Blue Lock au primaire. Ça, c'est non. Parce que c'est très égocentriste et la compétition maladive. Et l'esprit d'équipe n'est pas là. Donc, ça, je ne le recommanderais pas. Pour quel autre? S'il y en a tellement qui sort, il y a le Pokémon est toujours apprécié. Ça rentre partout. En ce moment, il y a ça avec les chats aussi, de base. Ah! Un bon pour le niveau même secondaire, je dirais, qui est terminé en 3 tomes, c'est Walking Cat. C'est l'histoire littéralement d'un chat pendant une apocalypse de zombies. C'est 3 tomes. Ça finit super vite, ça finit bien. Le chat est vivant, ok? Spoiler, il n'y a pas de divulgateur, il n'y a pas de chat qui meurt. Mais il y a ça. Puis il y a aussi le contraire qui s'appelle Night of the Living Cat, qui est qu'à la place d'une apocalypse de zombies, le virus transforme les gens en chats. C'est très drôle. Les chats sont très prédominants. Sachez, au Japon, le chat est maître. Donc, vous allez trouver beaucoup de choses avec les chats. Parfait. Ouais, sinon Slam Dunk, ça c'est un vieux. Mais les mangas de sport sont appropriés pour le secondaire. Comme Slam Dunk, Haikyuu plutôt. Non, Haikyuu. Haikyuu, Kuroko Basket. Il y a aussi, si on veut vraiment aller loin, il y a Prince of Tennis. Et si on veut aller encore plus loin dans le truc weird, il y a Turkey, littéralement dingue en anglais avec un point d'exclamation, qui est un manga sur le bowling. Donc, oui. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a tellement. C'est quelque chose. C'est vraiment impossible de connaître tous les mangas. Même moi, je m'y connais pas tout. Il y a personne qui est vraiment. On peut être spécialiste dans quelque chose, mais on peut pas tout connaître non plus. J'en apprends tous les jours. Mais comme s'il y a des questions, je suis sur LinkedIn. Donc, ça me dérangerait pas de recevoir des petites questions de temps à autre. Pas tout le temps, s'il vous plaît. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent et présente. C'était vraiment le fun. J'espère que vous avez vraiment apprécié et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup Geneviève pour ta générosité. C'était vraiment hyper intéressant. Ça amène énormément de réflexion justement au niveau du catalogage et des termes spécifiques qui permet un repérage qui serait peut-être plus fin et plus facile pour la référence et pour juste aussi la localisation un peu en fonction des publics cibles. J'ai eu une petite demande à côté, si jamais toi tu possédais déjà des listes de suggestions en fait en fonction des cibles, si ça existe, enfin si tu en as déjà et si tu accepterais de les partager aussi. Clairement, il y a des gens, je pense, qui seraient preneurs. Oui. Donc, Je sais qu'il y a déjà une liste pour les enseignants au primaire qui existe déjà. Si vous êtes avec la PSDS, vous pouvez y avoir facilement accès. Ça, c'est avec un comité de 4 personnes. Je ne fais pas partie de ce comité parce que c'est trop récemment que je suis arrivée. Mais ils lisent toujours les 4 premiers tomes avant de faire un avis sur le manga. Et il va marquer comme oui, approprié ou non. Puis aussi, on a une liste en dessous qui marque comme les vraiment inappropriés pour le primaire. Mais ça reste toujours que vous avez un droit de veto sur n'importe quel et pouvoir faire un choix. Par exemple, le manga Spy Family, c'est Spy X Family qui s'appelle.
on ne le met pas dans les bibliothèques de primaire. Mais, par exemple, s'il serait dans une classe de 6e année, c'est complètement acceptable. C'est juste qu'on ne veut pas que les plus jeunes aient accès à certaines choses, parfois qui est trop graphique. C'est vraiment ça. Donc, mais oui, si un jour, si j'ai le temps, oui, je ferai une liste, peut-être pour secondaire aussi, et je peux aussi demander à mes collègues aussi qui travaillent au secondaire, voir s'il n'y aurait pas une petite liste aussi. Merci beaucoup. Merci encore. Merci Geneviève. Merci à tous les participants et participantes.